Salut à toutes, salut à tous. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous. Non, attends, bouge pas, c'est pas du tout bon. Laisse tourner. Pardon. Vous écoutez le supplément de Tech Café, l'épisode qui complète votre veille hebdomadaire. Nous enregistrons le 11 décembre 2024. C'est l'épisode 391 supplément. On a plein de sujets qu'on va pouvoir vous partager. On a des suivis des élections présidentielles en Roumanie, des sujets sur les réseaux sociaux. On va parler un peu d'Elon Musk. On va parler des systèmes d'exploitation. Vraiment une veille hyper complète pour être sûr d'avoir couvert tout ce qu'il fallait savoir dans le domaine de la tech. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et je retrouve celui sans qui cet épisode n'existerait pas, sans qui la veille et le conducteur n'auraient pas été réalisés de manière optimale. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très bien, et toi ? Et ça va très très bien. Est-ce que tu te prépares pour les fêtes de Noël ? Ça commence, hein, Oui, les magasins sont en émulsion. Activement, on commence doucement avec une petite acclimatation au chocolat, là, petit à petit. C'est bien, il faut... Après on monte les doses pour encaisser le choc, parce que c'est pas évident. C'est beau. Bon, j'espère que vos cadeaux de Noël sont prêts. J'espère que, en tout cas, vous êtes en train de rapprocher la fin de votre liste de cadeaux de Noël que vous aviez préparé. Peut-être qu'un cadeau de Noël que vous pourriez nous faire en cette fin d'année, si vous avez passé l'année en notre compagnie, si jamais Tech Café vous a aidé à être complet sur votre veille des nouvelles technologies, si vous avez passé des bons moments avec nous, on peut vous demander explicitement des cadeaux de Noël. Si vous manquiez d'idées, ce serait de venir nous soutenir sur Patreon, patreon.com/TechCafé. Merci beaucoup à Ludovic Robert, Maldazar, Aurélien Trosso et James Revis qui, depuis la semaine dernière, ont décidé de faire de cet abonnement Patreon notre cadeau de Noël un petit peu en avance. Eux aussi, ils se préparent. Merci beaucoup à eux. Évidemment, vous le savez, Tech Café, c'est un podcast qui est dispo en intégralité gratuitement sur les apps de podcast ou sur techcafé.fr d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de passer par une application de podcast. Vous pouvez aller écouter tous les épisodes sur techcafé.fr. C'est juste que vous êtes un peu moins bien prévenu de la mise à disposition des épisodes et que si vous les écoutez en plusieurs fois, ce qui doit être probablement le cas compte tenu de leur durée, vous ne retrouvez pas les moments où vous vous êtes arrêté si vous coupez l'écoute en plein milieu d'un épisode. Et si jamais vous considérez que ça compte pour vous d'avoir ces épisodes, si jamais vous passez des bons moments, rendez-vous donc sur patreon.com/techcafé pour nous soutenir. Ce sera évidemment avec grand plaisir qu'on pourra vous citer dans les prochains épisodes. Guillaume, sans autre forme de procès, attaquons tout de suite les news qui ressemblent d'ailleurs à des suivis, à des continuités de veille, parce qu'effectivement, on avait parlé des élections en Roumanie, un sujet politique évidemment avec une composante technologique, puisque on sait que TikTok et la diffusion de contenu sur TikTok avaient été au cœur de l'actualité, avec des soupçons d'ingérence russe, et depuis Guillaume, il y a du nouveau, les élections ont été annulées. Oui, alors justement, la dernière fois, effectivement, la semaine dernière, on avait parlé donc de l'élection au second tour de Călin Georgescu. Et alors, c'était sous l'angle, effectivement, TikTok a été massivement utilisé, et puis on n'avait pas du tout vu venir ce candidat. Alors, il semble que, effectivement, l'explosion de popularité très soudaine du candidat sur TikTok, notamment, il y a un gros dossier, puisque l'élection a été annulée par la Cour constitutionnelle. En fait, la présidence a fourni plein de documents qui montrent bien qu'il s'agissait d'une campagne d'influence coordonnée, une campagne professionnelle. Et du coup illégale. Professionnelle parce qu'on relie tout ça à pas moins de 25 000 comptes qui sont devenus super actifs à partir de 2 semaines avant la présidentielle, et qui ont inondé le réseau ou de posts ou de commentaires sous d'autres vidéos de câlins, pour faire des câlins, des millions de trucs comme ça qui ont manipulé donc l'algo de TikTok. Puis il y a certains comptes qui ont aussi été impliqués dans des campagnes de dénigrement anti-OTAN, anti-Occident, et généralement des campagnes pro-russes, des campagnes bien rodées par des boîtes spécialisées, qui ont d'ailleurs déjà tenté d'influencer l'élection moldave aussi. Alors l'UE elle-même est très consciente de l'activité pro-russe et anti-UE sur les réseaux, elle va surveiller ça de près, et elle a demandé, je cite, le gel et la conservation des données liées aux risques systémiques réels ou prévisibles que son service pourrait poser sur les processus électoraux et le débat civique dans l'UE. Voilà, je cite. Alors, si la manipulation elle est plus que probable, il y a des armées de bots qui ont soudainement poussé Călin, le candidat qui est donc totalement pro-russe, et donc c'est pas la première fois que ça se voit, ce genre de truc, c'est pas du tout la première fois qu'on voit ça. Ça n'explique quand même pas totalement le score de 22% de l'intéressé, parce que les faux comptes ne sont pas allés voter.
alors que les électeurs des zones rurales, qui d'ailleurs sont loin d'être tous addicts à TikTok, ben ils ont souvent voté Georgescu. La Roumanie, c'est devenu un pays stratégique dans le conflit en Ukraine, et d'ailleurs, il a les mêmes soucis aussi qu'un peu partout, hein. Donc il y a une inflation, il y a des relations parfois difficiles avec les réfugiés, il y a une montée du populisme et de l'extrême droite qui, au sens large, d'ailleurs, l'extrême droite obtient 3 fois plus de voix qu'en 2020. Donc il y a un gros élan conservateur, isolationniste et identitaire qui séduit, hein, c'est incontestable, toujours avec des mots simples qu'Aline va gagner beaucoup de voix. Et le fait que le gars soit problématique, je veux dire, c'est vrai que dans le Discord, il y a eu, apparemment, je sais pas, beaucoup de discussions sur le fait qu'apparemment, je sais pas, mon opinion soit que le gars soit problématique. C'est pas que le gars soit problématique, c'est pas une opinion, si tu veux, ça s'appelle un fait. Le mec est complotiste, hein, il raconte des trucs complètement absurdes, qui par ailleurs passe crème et ne choque pas manifestement son électorat. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un dit que le changement climatique est une arnaque, que les sodas contiennent des nanopuces, que la 5G est dangereuse, qu'on s'en protège avec des casques filaires, comme on a dit, bon, oui, le mec est juste starbé, en fait. Hein, je veux dire, il est juste On n'est pas dingue. dans l'opinion politique à ce stade. Voilà, le mec a dit des trucs. C'est pas une opinion. Le mec a dit des trucs, on a les vidéos, hein, il y a les liens sur les articles, d'ailleurs. Parfois, il y a certains articles qui sont même en dot de l'émission. Alors, ils sont souvent en roumain, hein, je vous l'accorde. Donc, bah oui, évidemment, l'IA est très utile pour traduire le roumain. Et je veux dire, le mec dit des trucs qui sont complètement perchés, et donc il est à moitié dingue. Je vois pas comment le dire autrement. Et donc, il est problématique, oui. Alors, il est pro-russe, c'est évidemment un autre problème, c'est sûr. Hein, on peut considérer ça comme quelque chose de problématique. Mais quand tu dis le changement climatique et tu arnaques les sodium des nanopuces, je suis désolé, c'est pas une opinion. Ça s'appelle des faits. Et bon, ça choque pas. Apparemment, une grande partie de l'électorat, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, une partie de cet électorat commence déjà à dire que l'annulation du vote est un coup d'État, enfin c'est lui-même qui commence à lire, et il y a des gens qui parlent de manifestations, alors bon, ça va peut-être déjà passé quand vous écouterez ça, je sais pas. Il y aura peut-être des manifestations dans le pays, alors on va espérer que ça ne dégénère pas comme dans certains autres pays, n'est-ce pas? C'est compliqué parce que malgré tout, quel que soit l'avenir, les décisions, je pense que désormais sa popularité est faite et il y a de bonnes raisons de penser que s'il y a à nouveau des élections, bah, forcément il aura eu un rayonnement, une aura et un score qui va probablement convaincre encore plus de personnes qui ont envie d'exprimer une position anti-système. Ah, je ne sais pas trop comment il va être possible désormais de toute façon de sortir de cette situation. Ce qui me tue, si tu veux, c'est que je dis pas qu'il n'y a pas de problème et je dis pas que les gens n'ont pas de raison d'être frustrés ou de chercher des alternatives politiques. Le problème, c'est que des gens comme Georgescu ou comme Donald Trump ne sont pas des bonnes réponses. C'est malheureusement ça. Ce sont peut-être même les pires réponses. C'est ça qui est tragique. Hein. Tu verses dans la politique, Guillaume, non, on va se faire interpeller. Oh mon Dieu. Mais évidemment, c'est le cœur du problème. Et puis encore une fois, on n'est même plus dans l'opinion politique quand on est dans le fait de rogner des faits de ce type-là. Et je ne sais pas si ça nécessite effectivement d'y passer plus de temps, mais on continuera à suivre ce qui se passe en matière d'élections roumaines, évidemment, sous l'angle des nouvelles technologies dans les futurs épisodes. Guillaume, tu parlais de TikTok, qui va peut-être devoir faire ses cartons. Bon, pas tout de suite quand même, hein, pas tout de suite. Bah, ça commence à sentir la fin pour TikTok aux États-Unis. Alors on rappelle que l'administration Biden et le Congrès dans son ensemble ont fait passer une loi qui oblige TikTok à être revendu à une entité américaine ou bien à faire ses cartons et dégager du pays. Alors Biden, c'est donc évidemment plus ou moins obligé de revendre TikTok, sauf que le gouvernement chinois ne veut pas en entendre parler. Alors pour éviter de devoir dégager mi-janvier, hein, le 19 je crois, TikTok fait appel de toutes les manières possibles, on dirait. Alors, il y a une de ces tentatives qui vient de se solder par un total échec. Auprès d'une cour de Washington DC, il ne lui reste plus que la Cour suprême, qui va probablement pas prendre le dossier parce qu'elle n'a pas vraiment de raison de contredire la Cour de Washington. Et de toute façon, au Congrès, l'accord est transpartisan. Est-ce qu'elle va aller contre le Congrès? Il n'y a pas de dissension majeure entre les partis ni rien. Bon. Il lui reste Donald Trump, qui a dit qu'il aimait bien TikTok, mais bon, qui dernièrement, quand même, il est très flou sur la manière dont il pourrait sauver le réseau. On lui a posé explicitement la question dans une interview sur NBC, il a été très évasif. Donc ça sent pas bon, et la décision des juges est diversement appréciée quand même par les experts et l'EFF. Parce que bon, TikTok avait globalement 2 arguments basés sur les premiers et 5e amendements. Alors le premier, c'est la liberté d'expression, tout le monde connaît, hein, TikTok défend l'idée qu'on le prive de sa liberté d'expression, lui et tous ses utilisateurs au passage. Alors c'est vrai que les utilisateurs, ils ont quand même d'autres plateformes pour pouvoir s'exprimer si TikTok disparaît. Hein, donc bon. Après, il y a le droit de TikTok, effectivement, de s'exprimer, qu'il appartienne à une entité étrangère ou pas, ça change rien.
Mais ça a été quand même validé par le Congrès, cette loi, et c'est sur la base d'un problème de sécurité nationale, un problème potentiel de sécurité nationale. Et donc, malgré tous les efforts récents de TikTok, il reste quasi impossible de totalement écarter la possibilité que le gouvernement chinois demande et ait accès à des données de ByteDance et donc des Américains de TikTok. Bon, vu le système chinois, même si c'est spéculatif à ce niveau-là, c'est pas impossible. Pareil pour les campagnes d'influence qui pourraient manipuler à dessein l'algo de TikTok. Donc le point de vue de la Cour, c'est que le Congrès a voté pour éliminer le contrôle du gouvernement chinois sur TikTok et donc protéger les Américains et donc défendre les valeurs qui sous-tendent le premier amendement. Donc on ignore le premier amendement pour mieux le défendre en quelque sorte. Formulation qui fait lever quand même quelques sourcils chez les juristes, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer utiliser exactement ce même argument pour réduire au silence toute forme de dissidence. Alors évidemment là c'est une extrapolation, c'est un peu exagéré comme pour le moment, mais enfin, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Quant au cinquième amendement, pour clore le sujet, en français c'est celui qui permet de ne pas avoir à témoigner contre soi-même et de ne pas être jugé 2 fois pour le même crime. Bon, par des détails juridiques que je maîtrise pas, c'est utilisé par TikTok qui affirme que la loi qui le cible est totalement spécifique. Or, tu ne peux pas faire une loi juste pour éclater quelqu'un que t'aimes pas en particulier, quoi. Ça se fait pas. Dommage. La cour donc a cette fois décidé que même si TikTok est la seule, pour le moment, boîte qui doit faire ses valises, il y a quand même une alternative non punitive qui lui est offerte. Il n'y a pas d'expropriation, vraiment. Il y a une vente, puisque en fait, ce qui est demandé, c'est une vente qui rapporterait des milliards et des milliards à son propriétaire. Ça doit coûter cher TikTok quand même. Et donc, ils n'ont pas de problème avec ça. Alors, que le gouvernement chinois s'y oppose, c'est pas leur problème. Donc, on s'achemine doucement, mais sûrement, vers un départ de TikTok. Je te dis pas les litres de champagne qu'il y a au frais chez Meta, parce qu'ils vont faire une de ces teufs en janvier. Je doute qu'en janvier ce soit réglé cette histoire. On verra, on surveillera le sujet, mais je sais pas. Quelque chose me dit qu'on aura un énième remboursement. Peut-être un énorme. Un énième retournement de situation. Bon, on parle des réseaux sociaux, Guillaume. On peut peut-être parler un petit peu de Telegram, dont le visage, doucement, mais sûrement lui aussi, évolue un petit peu. C'est pas encore gagné, mais ça évolue. Décidément, la garde à vue, ça marche pas trop mal. Après celle de Pavel Durov, Telegram a changé ses termes d'utilisation. Il modère plus, et même, attention, il va collaborer avec une des principales associations de défense contre la pédopornographie. C'est l'Internet Watch Foundation, donc c'est une ONG britannique qui recense le matériau connu et qui fournit des bases de signatures, donc des hashes qui peuvent être très facilement confrontés à ceux des images que tu te fais uploader sur le service, et donc tu peux les bloquer très rapidement. Telegram ne fait là qu'un service tout à fait standard, voire minimum finalement, parce que toutes les grosses plateformes font déjà ça. D'Amazon à Meta en passant par Snap, toutes les plus grosses boîtes, et quelques FAI aussi d'ailleurs. Donc c'est rien de fabuleux. Mais bon, Telegram, jusqu'ici, n'en avait rien à foutre. Telegram va aussi faire la chasse au contenu pédophile génératif. Donc parce que, on le rappelle, même si c'est assez évident, une image porno d'enfant, c'est illégal, synthétique ou pas, c'est pareil, c'est illégal. Donc ça avance doucement chez Telegram. Il faudra voir sur la durée, et puis surtout via des études indépendantes, à quel point le réseau s'est vraiment amélioré dans les faits. Écoute, ça a l'air d'être dans la bonne direction, quoi. Intéressant. On continue à voir si on va dans la bonne direction. On va aller regarder du côté de Elon Musk, qui se retrouve encore et toujours privé de bonus, le pauvre. Mais oui, autre décision de justice, ou plutôt maintien d'une décision de justice, c'est celle de la Cour du Delaware, qui maintient que non. Elon Musk ne sera pas autorisé à recevoir son bonus de 56 milliards chez Tesla, et que oui, décidément, il y a conflit d'intérêts, et que même si le board avait organisé un vote après le jugement, ça changeait rien au dossier. Et là, je pourrais dire, ayons une pensée pour Elon, de pauvre, qui n'aura pas ces milliards. Mais c'est pas assez d'avoir une pensée, il faut agir. Organisons, nous, là, pour l'aider vraiment, une émission de télé en prime time pour récolter des dons pendant 24 heures et pour les donner à Elon, avec des actions de charité au bénéfice d'Elon dans la France entière. Lions-nous tous ensemble pour aider Musk à changer le monde. Lions-nous en faisant le mousqueton. Ah, je me doutais. C'est beau. Ah, le talent du jeu de mots relève d'une prouesse marketing à ce stade, Guillaume. On va suggérer l'idée. On continue avec les régulations, et n'est pas les réculations qui n'auraient rien à voir, les régulations. Oui, nouvelle nomination de Trump. Alors, bon, je vais pas revenir sur celle de Marjorie Taylor Greene au Doge. Enfin, je sais pas si c'est une nomination ou si juste elle y va, mais bon, je sais pas. Je vais pas creuser ce dossier parce que ma santé mentale a des limites. Disons simplement que si Elon Musk doit travailler avec Marjorie Taylor Greene, eh ben je le plains. Voilà. Et je pensais pas prononcer ces mots un jour dans cet ordre, mais voilà, je plains Elon Musk. Voilà. Qu'est-ce qui est devenu notre monde pour que j'en arrive à dire ça, mais...
Assez de Marjorie, j'ai dit, la nomination qui nous intéresse, enfin, c'est celle concernant l'IA et les cryptos, parce que quand même, c'est de gros trucs tech. Alors, c'est David Sachs. Or, qui est ce sexy Saxman? Ben, c'est un milliardaire, évidemment, parce que c'est obligatoire. Et c'est un milliardaire de la tech, proche d'Elon C'est une Musk. transition. Ça alors, c'est fou. Les coïncidences quand même. Il est sud-africain d'ailleurs aussi. Et il a fondé Yammer, il a été le COO de PayPal. Il a investi dans tout. Facebook, SpaceX, Uber, Palantir, Airbnb. Il a un podcast très populaire qui s'appelle All In. Il a été un soutien financier majeur de la campagne de Trump. Et oui, il fait partie de la mafia PayPal, bien entendu, comme Peter Thiel, qui est l'éminence grise de Jill Evans, hein, comme Elon Musk, comme les fondateurs de YouTube, comme ceux de LinkedIn, de Yelp, etc. etc. Alors Sachs sera donc un tsar. Il n'est pas permanent, il se l'aura 130 jours pour faire des trucs un peu comme il veut apparemment, comme une sorte de super consultant gouvernemental. Aucune obligation de transparence, aucune forme de responsabilité non plus d'ailleurs. Et bon, vous aurez compris depuis le temps, les conflits d'intérêts, c'est pour les cons. Non mais c'est même pas ça, les conflits d'intérêts c'est pas un bug, c'est une feature. Maintenant, faut vous y faire. Sachs, ça fait plus de 20 ans qu'il investit tout azimut dans la tech, et donc il va donner des conseils, son avis sur comment réguler la tech. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, franchement? Alors, il a bien entendu un très fort penchant libertarien, comme Musk, donc en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va très exactement faire ce dont les corporations auront envie. Surtout les boîtes dans lesquelles il a investi, hein, probablement. Il est chargé de l'IA, vous inquiétez pas que les régulations resteront donc très light. Elles vont certainement pas gêner XAI, par exemple, hein, la boîte de son pote. Il y en a un qui s'inquiète pas du tout, c'est Sam Altman, qui est en conflit ouvert avec Elon Musk, mais qui dit qu'il croit en l'intégrité du grand homme. Parce que torpiller un concurrent parce qu'on est proche du pouvoir, c'est pas du tout américain. C'est tellement un-American. C'est pas fair play. C'est ce qu'il dit, hein, Bah c'est ouais. un-American. Et c'est vrai que c'est pas dans les valeurs de l'américain de tordre la concurrence par tous les moyens. D'ailleurs, je pense qu'en post-prod, tu devrais insérer un petit couplet de la bannière étoilée, tu vois, un moment de patriotisme, ça fait de mal à personne. Alors, Je note. quant aux crypto, Donald le dit d'une manière tellement innocente que ça en est presque touchant. Les règles seront rédigées par des personnes qui aiment votre secteur et non qui le détestent. Et oui, c'est ça, c'est le pouvoir de l'amour. Faut aimer le secteur. La neutralité quoi? La neutralité? Non, mais non, c'est l'amour qui est important. D'ailleurs, Jeff Bezos lui-même a dit qu'il le sentait bien ce coup-ci avec Trump. Il a dit qu'il était prêt à l'aider. Trump, il a une bonne énergie là pour réduire les régulations qui font chier. Donc voilà. Et donc, voilà, tu te rends compte, le patron, enfin l'ex-patron d'Amazon qui t'offre de l'aider si jamais tu sais pas comment faire. C'est précieux ça. On continue avec un autre impact, une autre Un analyse impact, sous tu peux l'angle de dire la ça, tech. oui. Ouais, mais on va plutôt parler d'une analyse de la tech sur un sujet, c'est l'assassinat de Brian Thompson, Guillaume. Oui, c'était mercredi dernier, je crois. Il y a un homme qui s'est fait tuer à Manhattan par un tireur avec une capuche, qui, à ma connaissance, court toujours, qui a réussi à s'échapper. Donc c'est un homicide qui serait un fait divers si la victime était pas le PDG d'une des plus grosses boîtes d'assurance de santé des États-Unis, qui s'appelle United Healthcare. Et du coup, tout ça est très médiatique, et on pourrait se dire que la chasse à l'homme bat son plein sur le terrain comme en ligne, et en fait, en ligne, tout le monde est ravi. Mais vraiment ravi. Non seulement on blâme pas le tueur, mais on l'adore. Le tout s'est transformé en une énorme vague de frustration qui s'exprime sur tous les réseaux contre le système de santé américain. Il faut se rendre compte du désarroi des modérateurs sur ces mêmes plateformes. Parce que comment tu fais quand tu as ce genre de phénomène, quoi? Faire l'apologie d'un tueur en général, c'est interdit. C'est viré aussi sec. Mais là, c'est pas quelques activistes radicalisés ou des groupes terroristes, c'est des dizaines de millions de gens qui expriment ouvertement leur sympathie pour un tueur. En gros, c'est bien fait pour ta gueule, ils disent à la victime, qui est quand même père de deux gosses, quoi. Hein. Donc là, ça pose un vrai souci de comment tu gères ce truc, quoi. Là, Alors, pourquoi? Parce qu'il faut quand même aussi mentionner pourquoi est-ce que c'est comme ça. Parce que United Healthcare, c'est le champion quand il s'agit de ne pas te donner de fric pour une raison ou pour une autre. En gros, c'est une complémentaire santé, enfin c'est même une assurance santé, hein, donc... sauf qu'évidemment, tout est privatisé aux États-Unis, et bon, évidemment, que t'en aies besoin ou pas, les assurances santé, elles vont faire tout leur possible pour donner le moins de fric possible, parce que, voilà. Hein. L'assurance santé, pour prendre ton pognon tous les mois, il n'y a pas de souci, mais aux US, dès qu'il s'agit de financer tes soins, c'est des grosses pinces. Et on a des cas, enfin, on compte plus les cas tragiques qui s'étalent dans les médias américains à cause de ça, quoi. Donc le PDG en question, qui s'appelle Brian Thompson, il a palpé un bonus de 10 millions de dollars cette année, alors que sa boîte est la championne des dénis, en fait, de remboursement. Et ça passe pas du tout. Le tueur, il est vu par certains comme une sorte de Robin des Bois. Et d'ailleurs, il semblerait que sur les douilles des cartouches qu'il a utilisées était marqué au feutre « Depose, Deny, Delay ».
qui sont des mots couramment utilisés pour les assurances pour éviter de payer, par les assurances pour éviter de payer. Et il y a même eu à New York ce week-end un concours de cosplay du tueur, et qu'il était habillé sur les bandes de vidéosurveillance. Donc c'est quand même un phénomène qui est un symptôme d'un profond malaise de la société américaine. Alors c'est un parmi bien d'autres, hein. Mais enfin, ça inquiète pas mal d'autres PDG du secteur, voilà, quand même, hein. Et puis, d'ailleurs, pour la suite, on ne sait pas si la justice sociale sera la priorité du prochain gouvernement. Mais bon, en attendant, c'est vrai que ça pose des questions sur la modération sur les réseaux sociaux aussi. Qu'est-ce que tu fais quand tu as ce genre de truc? Ouais, mais là, effectivement, on peut pointer du doigt directement la nature de chambre de résonance que peuvent être les réseaux sociaux. Autant, évidemment, on peut souligner à quel point des conflits, des mal-être qui soient sociétaux et qui s'expriment sur le plan politique ne prennent pas forcément racine sur les réseaux sociaux. Autant là, effectivement, il y a cette chambre de résonance qui a une composante bien particulière et qui représente à elle seule une énorme part du problème. Guillaume, on continue avec YouTube qui diffuse des publicités pour le moins sulfureuses. Ah, il n'y a pas que YouTube, hein, tu vois de toute façon un petit peu partout que Mike Tyson, Stallone ou Schwarzenegger, ils ont beau avoir été méga costauds, et le rester d'ailleurs d'une certaine mesure, tout le monde a ses petites faiblesses, quoi, ses petits coups de mou. Mhm. Mais grâce à Ça Prolong arrive. Forever, avec sa recette exclusive et secrète à base de poils de cul de castor, vous pourrez satisfaire votre partenaire toute la nuit. Les liens sont dans les notes de l'émission, c'est seulement 49 $ la bouteille. Non, dans les notes de l'émission, vous trouverez effectivement le lien vers un article de 404 Médias qui est assez rigolo au final, et qui détaille comment des vidéos deepfake de ces stars, en effet, Stallone en particulier, mais il y a Tom Hanks aussi ou Denzel Washington, qui sont utilisés pour vendre des compléments favorisant des érections d'acier toute la nuit. Et tout ça en vidéo avec les vraies voix des acteurs, et vous pouvez les visionner dans l'article d'ailleurs, c'est assez bluffant. Là, vous avez la voix de Schwarzenegger avec son accent caractéristique, hein, et la synchronisation de la biale est bonne. Comme c'est des petites vignettes, la qualité choque pas, et c'est assez bluffant en vérité. Il y a aussi des vraies vidéos des acteurs avec une voix off, leur voix mais en voix off, voilà, mais il y a le redoublage, qui est franchement pas mauvais. Oh, le texte c'est nawak, hein. Stallone il parle d'acteurs de porno et d'un pote à lui qui a un strip club. Bon, je pense pas qu'ils apprécient, très honnêtement, ce genre de truc. Mais ce qui est fou, c'est que tout ça est fait avec des outils classiques du quotidien désormais. Aussi bien le changement de visage, qui peut même se faire en temps réel, sur votre propre PC, hein, que le clonage de voix, que vous pouvez vous amuser à faire vous pouvez juste demander à Eleven Labs, hein, ça marche très bien. Tout ça est complètement grand public. Et ce genre de truc, donc, va être tellement répandu. Alors j'attends impatiemment les exemples ici en France avec des, je sais pas, des joueurs de foot et présentateurs HTV ou Michel Barnier. Ah non, pas Michel Barnier, pardon, on fera pas quelqu'un. Je suis sûr qu'il y en a déjà. Signalez-nous hein, les cas que vous pourriez voir passer sur Discord, techcafé.fr/Discord. Et d'ailleurs, alors, c'est à se poser la question, Guillaume, parce que finalement, si ces technologies sont autant répandues, on le voit venir, hein, cet avenir forcément très très proche où des pirates vont tenter de nous tromper en se faisant passer pour nos proches. J'imagine que ça va pas tarder, ça. C'est une conséquence de tout ça, hein, c'est que les clones arrivent. Donc si on peut cloner Michel Barnier, on peut vous cloner vous aussi. Ou on peut cloner votre patron, ou votre mère, ou votre fils, ou votre femme. Et c'est pas une blague, il suffit d'une vidéo TikTok finalement pour avoir un échantillon de la voix d'un membre de votre famille, de quelques photos. Après un peu de travail, un deepfake plus tard, et puis vous avez un appel téléphonique, ou même en vidéo d'un de vos proches qui vous appelle paniqué parce qu'il a un sérieux problème et qu'il a besoin d'argent. Et le clonage en temps réel est même possible, donc peut-être maintenant ce sera un zoom. Et avec la voix aussi, ou l'audio, ou un zoom, tout est possible. Et le risque est d'autant plus grand, alors évidemment que vous êtes une personne semi-publique avec une grosse présence en ligne et un portefeuille supposé mieux garni évidemment, mais en théorie, faire un clone numérique de vous ou d'un de vos proches, juste avec ce que vous postez en ligne, c'est plus de la science-fiction. Et c'est à tel point que le FBI aux États-Unis conseille d'utiliser la technique du mot de passe, même pour les particuliers. Donc entre vous, vous convenez d'un mot de passe, d'une phrase de passe, comme « j'ai encore fait exploser le bolino » ou « le pull a moisi dans l'armoire ». Voilà, des phrases complètement fantaisistes qui, bien sûr, n'ont rien à voir avec des événements ou des personnes existantes ou ayant existé, bien sûr. C'est simple, gratos, et vous pourrez donc détecter immédiatement un faux appel de votre fils en cavale avec la mafia ouzbek aux fesses, même si, évidemment, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Oui, c'est la parano totale, et d'ailleurs, il s'est passé un truc énorme aux USA dernièrement, dont tu n'as pas forcément vraiment beaucoup entendu parler. Il y a une campagne de hacking majeure qui s'appelle Salt Typhoon, et qui a vu les grosses compagnies télécom infiltrées par des espions chinois. Donc il y a AT&T et Verizon notamment qui ont été compromis, ça allait très loin. Les hackers ont carrément mis sur écoute des politiciens. Et alors on n'a pas de précision, mais on va dire que c'est le haut du panier, quoi, vraiment, des politiciens très haut placés. À l'heure actuelle, il n'est même pas encore certain que toutes les oreilles indésirables aient été virées, donc les autorités conseillent même à tous les concitoyens lambda
tout le monde, hein, d'utiliser les messageries chiffrées comme signal. Et là, je sais que c'est pas chrétien, je sais, mais je peux que trouver quand même savoureux que le FBI, qui a de nombreuses fois pris position contre le chiffrement, conseille signal à ses concitoyens, et ça à la suite d'un piratage. Une éventualité qui, si je me souviens bien, hein, avait été imaginée déjà au préalable et utilisée d'ailleurs comme argument en faveur de ce même chiffrement. Non, je me trompe, c'est moi? Je sais pas. Bon, je sais que c'est pas très élégant, je sais, mais enfin, je trouve que ça très très cocasse. Je t'entends dire dans ta tête nananananer. Quelle phrase de passe on pourrait imaginer tous les deux, Guillaume? On la dirait pas dans un podcast, sinon tout le monde la connaîtrait. C'est quoi les bolinos ont explosé? Non, c'est quoi? J'ai encore fait exploser le bolino? Ouais, non mais... non mais je sais pas, le castor me mord le pied ou un truc comme ça. Ok, ça marche, c'est validé, je le garde en tête. On continue avec les modèles de langage de l'amour. Oui, de l'amour, parce que les applications de compagnons IA comme Replica ou Kindroid sont de plus en plus courantes et populaires. Et ça pose une question beaucoup trop philosophique pour moi, c'est vous attendez quoi d'une relation en fait? Parce qu'il y a un vrai souci avec ces applications pour le coup, hein, c'est que c'est des trucs qui font du fric quoi. Il y a un abonnement. Et donc leur empathie est allouée. Et leur intérêt aux boîtes qui font ça, c'est que vous restiez abonné. C'est pas que vous alliez mieux finalement, l'intérêt, c'est que vous restiez abonné. Alors c'est assez évident, c'est un sujet qui est très compliqué, un chatbot peut réellement aider des gens, par contre c'est vrai. Des gens qui sont seuls à certains moments aussi, et puis bon, ça peut être fun, juste, bien entendu. Mais la dépendance affective à un truc qui ne ressent rien, qui ne peut, par essence, rien ressentir, et qui est un produit commercial, donc un instrument utilisé pour faire gagner de l'argent à quelqu'un d'autre, potentiellement à vos dépens, c'est quand même un souci. Et donc quand on en parle au cadre, aux fondateurs des apps en question, on a des réponses un peu lunaires, un peu perturbantes, qui d'ailleurs confinent un relativisme aussi radical que commode. Par exemple, on a Jerry Mung de Kindroid qui pose explicitement la question. Vous pouvez pas être sûr que les IA ne ressentent rien, comment le savez-vous? Tiens, oui, voyons. enfin. Tiens, alors. bien sûr. Et puis en substance, les relations humaines seraient aussi illusoires que les relations avec des robots. Alors oui, on peut se planter, nous les humains bien sûr, on peut penser que quelqu'un est follement amoureux de nous, alors que non, il est juste en train de te prendre son café au Starbucks. Bon. Et les IA aussi étaient juste devant en fait le truc. Mais les IA peuvent se planter, ok, de là à dire que du coup tout est flou et que tout se vaut, on est carrément dans l'hypocrisie. Il y a Alex Cardinal, qui est fondateur de Nomi, qui pointe le problème de solitude dans notre société. Il cite le cas d'un utilisateur qui lui aurait dit qu'il a littéralement sauvé sa vie, qu'il a incité à consulter un thérapeute, et que grâce à lui, il a pu quitter la maison pour la première fois en 3 ans. Bon, donc c'était vraiment un cas difficile. Et c'est sûr que ça peut aider. Le souci, c'est que comme dans tous les domaines, finalement, les robots doivent aider, accompagner, sans se substituer aux humains. Et donc là, aux relations humaines. Et il y a donc Eugenia Kiudap, qui donc elle font des réplicas, qui en est bien consciente de ça. Mais elle dit, du coup, ça va dépendre de la métrique que tu veux optimiser. Quelle métrique tu optimises? Est-ce que c'est le temps passé sur l'application? Si c'est ça, il y a danger. Vraiment. Il faut trouver une meilleure métrique. Une métrique qui permette d'avoir des sortes de coach IA qui t'aident, qui aident, mais qui te poussent aussi à te passer d'eux. C'est ça le véritable objectif d'un coach, c'est que tu sois autonome, quoi. Le souci, c'est que de l'aveu même de Kyuda, c'est pas encore vraiment possible, c'est pas encore vraiment mis au point une métrique comme ça. Et surtout, tous les créateurs de chatbots compagnons n'ont pas ce genre d'objection. Jerry Mung, encore une fois, il est très radical. Pour lui, le but de Kindroid, c'est d'apporter la joie. Et si un chatbot t'apporte plus de joie, alors c'est bon pour lui, mission accomplie. Et il va plus loin. C'est même intéressant, il dit, je cite, la façon dont la société parle des relations humaines, c'est comme si elles étaient meilleures par défaut. Mais pourquoi? Parce que ce sont des humains qui sont comme moi? C'est de la xénophobie implicite, de la peur de l'inconnu, mais en réalité, les relations humaines sont mitigées. Bon, donc si vous préférez les humains, vous êtes xénophobe vis-à-vis des robots, sachez-le. Et là, on pense quand même que le créateur de Kindroid, qui exprime sans doute un peu sa propre frustration personnelle dans son opinion, probablement, un petit peu, il considère que ces chatbots qui sont personnalisés, infiniment patients, infiniment attentionnés, sont en fait supérieurs. Alors il est sans doute un peu allumé, mais surtout ça l'arrange bien tout ça quand même, cette idéologie relativiste selon laquelle les relations humaines, franchement bof, les robots sont super, et même si tu sais pas s'ils ressentent pas des trucs. T'es raciste anti-robot, c'est ça? Non, alors prouve-le, abonne-toi. Ce long article de The Verge, qui regroupe et rédige donc des morceaux de témoignages comme ça de créateurs de différentes plateformes de chatbot personnels, montre que chacun a ses propres motivations, qu'il y a beaucoup de personnel finalement aussi dedans, et surtout qu'on peut certainement pas faire confiance à ces gens-là pour faire un truc cohérent qui soit dans l'intérêt du plus grand nombre, qui soit dans l'intérêt du public. Parce que le conflit d'intérêts, c'est pas une feature, c'est un bug.
Je me demande si on pourrait pas utiliser les mêmes techniques, Guillaume, finalement. Est-ce qu'on pourrait pas dire à nos auditeurs, en fait, vous écoutez Tech Café, mais vous aimez pas vraiment la tech ou vous nous aimez pas nous si vous nous soutenez pas sur Patreon. Finalement, c'est ça. Abonnez-vous, hein. Prouvez-nous votre amour et votre amour de la tech. Un petit mot sur Blue Sky, qui est assez ouvert, Guillaume, et du coup, ça attire les regards. Oui, t'es sur Blue Sky, hein, je parie donc que Bien t'es sûr. désormais aussi sur Gateface. Et oui, Et oui, forcément. tes posts Blue Sky sont peut-être, hein, probablement, dans un ou plusieurs jeux de données qui sont disponibles sur Hugging Face pour s'amuser à entraîner des IA dessus. Des IA génératrices ou pas, hein, des IA d'analyse, ce que vous voulez. Le dataset est libre, gratos, il contient 1 million de posts publics avec les textes et toutes les métadonnées. Et c'est absolument pas une arnaque ou un truc malveillant, hein, pas du tout. Au contraire, c'est une démarche assez classique que les chercheurs machine learning ont fait et font depuis longtemps et finalement ont toujours utilisé. Ils récoltent des données publiques pour avoir du matériel de base, hein, pour leur recherche. C'est juste qu'avant l'essor du deep learning grand public, on n'en avait pas des masses conscience. Et puis désormais, c'est un peu plus difficile parce que le public est conscient de ça, il n'est pas forcément d'accord. Voilà, ça, c'est plus limité et les plateformes gardent leurs données pour elles, surtout de plus en plus. Et justement, Blue Sky, non. Il a une API avec laquelle on peut gratos récupérer de la donnée au kilomètre en quasi temps réel. Et c'est une aubaine pour les chercheurs ou les startups, hein, qui ont besoin de matière. Et alors là, les données sont pas anonymes, hein, alors elles sont pseudonymiques. Donc en fait, c'est le DID qui est utilisé. DID, c'est Decentralized ID, je crois, et qui est utilisé donc comme identifiant en interne par Blue Sky, donc où il n'y a pas vraiment les noms. Par contre, il y a des outils qui mettent en relation les DID et les handles de Blue Sky, qui sont souvent beaucoup plus explicites. Ouais. Dans une certaine mesure, c'est cool, en fait. Blue Sky est ouvert, il tourne sur le protocole AT, il a une API qui est disponible, qui est gratuite. Pour la recherche, Twitter, à une époque, avait ça aussi, hein, ce tuyau qui permettait de tout récupérer chronologiquement, et donc de mener des études à grande échelle. C'était vraiment très précieux, ça. Et bon, ça a été coupé il y a longtemps maintenant. Blue Sky lui-même n'utilisera pas ces données pour créer des IA génératives. Mais son ouverture permet à d'autres d'utiliser ces mêmes données pour autre chose. Et c'est là que c'est dingue, parce que finalement, il y a 5 ans, est-ce qu'on aurait trouvé quoi que ce soit à redire ? Je sais pas, tu vois. Et maintenant, la situation est beaucoup plus compliquée. Ça va dépendre, voilà, bien sûr, des utilisateurs, hein. Il faut quand même garder à l'esprit que Meta, Google et Microsoft, et X aussi, hein, utilisent leur ample réserve de données que vous leur fournissez, hein, vos données, pour entraîner leurs IA. Et que vous êtes d'accord, vous êtes obligé d'être d'accord avec. Hein. Donc, Blue Sky, non. Mais les données sont dispo via l'API. Qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que ça vous pose problème ou pas ? Et si une IA géante était en train d'être entraînée sur tous nos podcasts ? Et si le prochain Mistral 5 ou 6 était aussi vocal et pouvait m'imiter ? Vous pouvez imiter ma voix, mon ton, mon style. Non, mon style est inimitable, bien sûr. Bien sûr. Mais quand même, si un futur Le Chat, avec un Mistral 6, pouvait faire un tech café synthétique comme ça sur n'importe quel sujet, est-ce que vous l'écouteriez ? Est-ce que nous, on fermerait boutique ? Je pense pas. Je suis pas sûr, mais donnez-nous un petit peu votre sentiment et encouragez-nous dans le serveur Discord. Ou rassurez-nous peut-être, c'est aussi notre manière de vous appeler à réagir à ce sujet. Un ultime mot, Guillaume, dans cette rubrique au sujet de nos artistes musicaux. Oui, si j'ai posé la question là tout de suite, c'est parce que c'est une situation qui arrive aux musiciens aujourd'hui même en réalité. Avec Udio et Suno, voilà, il y a des IA qui font des trucs comme eux, qui leur ressemblent parfois très très étrangement. Suno, Udio entre autres, hein, d'ailleurs, je sais pas, il y en aura sûrement d'autres et probablement d'accord avec les majors, hein, sans aucun doute. Et donc il y a une étude de PMP Strategies qui a été commandée par la CISAC. CISAC est la Confédération internationale des auteurs et compositeurs, qui conclut que dans le secteur audiovisuel, les revenus des créateurs allaient baisser de 21% dans les 4 prochaines années et que 24%, pardon, dans le secteur de la musique. Donc en gros, près d'un quart de baisse pour les musiciens. Le secteur de la production par IA devrait croître de 3 à 64 milliards d'euros d'ici 2028, tout ça au bénéfice des grosses boîtes tech et au détriment des créateurs en viande, du coup. Le directeur de la CISAC, d'ailleurs, c'est Björn Ulvaeus, qui est un ex-DABA. Et il parle donc de 2 fronts de lutte sur lesquels les artistes sont en train de perdre, en réalité. D'une part, l'usage de leur contenu protégé sans autorisation ni compensation, pour l'entraînement des trucs, donc des IA génératives, et d'autre part, du coup, les productions, les œuvres génératives, qui risquent de noyer très bientôt les services de streaming. Puisque selon l'étude, la musique synthétique représenterait 20% des revenus des plateformes de streaming en 2028. La CISA appelle donc à un sursaut mondial pour protéger les artistes avec des régulations fortes du coup à l'appui. Autant dire qu'avec David Sexy Saxman, c'est pas gagné. Bon, voilà. Merci Guillaume pour cette couverture. On continue, ça va être pratique en cet hiver, un peu frileux cette couverture. On va changer un petit peu de rubrique, Guillaume.
avec Cosmo OS 1999. Cosmos, bah oui, alors, vous vous souvenez sans doute du Human Pin. Vous vous souvenez? Non. Bien sûr. Si, bah oui. Ah, Un truc. Attends, j'ouvre mon tiroir. Ah non, il est pas là. non, Je bien sais sûr. pas où il est. Où est-ce qu'il Bah est non, mais non, Mince. mais bon, quand même, un truc aussi mal fichu et aussi cher qui nous a donné autant de barres de rire, ça s'oublie pas si facilement. Bon, il a fait un bid intersidéral, hein, preuve qu'il reste encore un semblant de record. raison dans ce monde devenu fou. Alors, chez Human, ils ont encore un peu d'espoir. Clairement, l'appareil lui-même, ça n'a pas bien marché comme idée, mais bon, il reste Téméraire. l'OS du truc. Ah, Bah oui, OS dont il faut bien faire quelque chose, ou au moins essayer de faire quelque chose avant de foutre dans la poubelle jaune. Cosmos OS, donc Cosmos, voilà, bon, Cosmos, quoi, il est globalement un système d'exploitation qui passe le plat à un chatbot, et donc c'est pas forcément très compliqué d'imaginer qu'il puisse s'intégrer à n'importe quel appareil du quotidien, parce que, de toute façon, tous les constructeurs ont l'air convaincus qu'on a envie de parler tout le temps à n'importe quoi. Ils ouais. pensent que t'as envie de parler à ta voiture, ta montre, ton PC, ta console, tes lunettes, tes lumières, ta télé. Je sais pas, j'ai envie de parler tout le temps. Cafetière. La cafetière, j'ai envie de parler à tout le monde. Bon. Bah, tous mes objets. Bon, bah d'accord, bon, oui, pourquoi pas. Donc, pour confirmer d'ailleurs aussi la très Je te faible. sens pas super convaincu quand même. Non, parler à ma télé, bon, c'est un truc, bon, ok. Mais donc, du coup, Human, qui fait une vidéo de démo qui finalement confirme aussi la très faible pertinence de l'appareil AI Pin lui-même, fait une vidéo démo avec des appareils différents, avec des marques floutées. Alors, il y a une voiture, donc il faut un truc dans une voiture. Donc, qui est une voiture qui intégrerait leur système, finalement. Tu vois, donc, tu parles pas à ton AI Pin, mais tu parles à ta voiture qui intègre donc l'OS Cosmos. Et puis, vous passez après dans une cuisine. Vous avez une sorte d'Alexa et vous discutez avec, bah, comme avec Alexa, quoi. Mais c'est toujours le même OS. Et donc, il est toujours au courant des mêmes infos sur toi et il est aussi au courant que du contexte que tu es dans ta voiture ou que justement tu es dans ta cuisine. Et il y a aussi AI Pin aussi pour faire beau, si tu dois lui parler quand tu es dans la rue ou ce genre de truc. Donc Cosmos a des agents, bien sûr, c'est le mot de 2025 agent, hein, donc retenez-le, et ils peuvent bosser pour vous en sachant tout ce qu'il y a à savoir, hein, et le contexte, évidemment. Alors, si vous êtes sur une télé aussi, il va savoir, parce qu'il y a une télé aussi, donc si il est sur une télé, il va savoir quoi faire dans ce contexte, etc. Bon, tout ce qu'on voit dans la vidéo est simulé, et le fait que les marques soient floutées montre qu'ils ont des contrats avec aucune marque, et c'est dur de voir autre chose qu'un concept vidéo qui promet finalement rien de bien révolutionnaire en fin 2024, parce qu'en gros, Human promet ce que promettent aussi Amazon ou Google. Cosmos, il est indépendant, il propose un SDK, c'est super. Mais le problème, c'est qu'Amazon et Google, ils ont les technologies propriétaires à eux, ils ont une infrastructure à eux qui est énorme, ils ont une masse de données inimaginable sur leurs utilisateurs qui sont des milliards et des milliards. Et donc, ils ont des années-lumière d'avance sur Human. Donc, je sais pas si vraiment ils vont pouvoir rebondir ou pas. Bon, en tout cas, ils ont un OS. À ce stade, j'étais critique et je me moquais de Human. Là, ça me fait de la peine. En fait, il faut qu'ils arrêtent au bout d'un moment. Non, vous n'arriverez pas à tirer la moindre épingle de ce jeu. Je pense qu'il faut savoir dire stop et passer à autre chose. Voilà, c'est un échec. C'est pas votre OS qui peut rivaliser avec les applicatifs qui sont déjà à disposition. Arrêtez, passez à autre chose. Je suis sûr qu'il y a des choses plus intéressantes à faire. Une nouvelle fournée de Llama, Guillaume. Oui, les Llama 3.3 sont sortis. Enfin, en fait, je crois qu'il y en a plein. Moi, je suis paumé dans les versions de Llama. Il y en a trop. Oui, il y en a trop. Il y en a trop. Mais c'est ça qui est cool, en fait. C'est qu'il y a quand même des améliorations graduelles qui arrivent régulièrement. Certes. Toujours en open source. Hein. C'est aussi pour ça que j'en parle. Hein. Donc, Meta a sorti une version 3.3 qui est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le modèle top du top de chez Meta, c'était le Llama 3.405B, qui était un énorme poids lourd. Mais vraiment énorme. 405 milliards de paramètres. Bon, voilà. Et il était même trop gros pour Meta, probablement, puisque la version 3.3, qui ne fait que 70 milliards de paramètres, et donc la même taille que, disons, le poids moyen quoi, des Llama, il est à peu près aussi bon. En fait, il est même souvent meilleur que Nova Pro, donc le nouveau modèle d'Amazon. Et bien, en fait, c'est super, parce que ça veut dire que le Llama 3.3 va pouvoir être utilisé par Meta avec beaucoup moins de temps de calcul, avec beaucoup moins de ressources, et donc finalement, c'est une bonne nouvelle pour eux. Top. Et c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'il est aussi disponible pour nous, tout simplement. Parce que c'est quand même une sacrée économie de passer de 405 milliards de paramètres à 70. Ouais. Alors, c'est un truc... Bon, globalement, ils sont à peu près GPT-4o, Gemini Pro, Llama 3.3, et même Nova Pro d'Amazon. Ils sont à peu près tous dans un mouchoir de poche. Voilà. Il y en a un petit peu plus, parfois c'est un petit peu plus, parfois c'est un petit peu moins sur les benchmarks, mais très honnêtement... Et ce qui est intéressant, c'est que Llama 3.3 est du coup peut-être un des plus petits, des plus pratiques à utiliser. Donc c'est plus ou moins le meilleur modèle open source, à moins que ce soit toujours Qwen,
puisque on n'a pas encore trop de on n'a pas encore trop de comparaison avec le modèle d'Alibaba, le Qwen 2.5 72B, qui est à peu près la même taille et qui est très 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 puissant. Et c'est intéressant parce que en fait, il semble que par des tests faits par la communauté de Local Llama sur Reddit, il semble que Qwen reste un peu meilleur. Donc c'est assez marrant de voir que on choisit toujours de manière commode ses compétiteurs, quoi, puisque officiellement ils n'ont pas comparé à Qwen. Et c'est marrant de voir à quel point les Chinois sont vraiment compétitifs. On le voit clairement avec les générations vidéo, avec Kling ou Minimax, Ouais, c'est sûr. et aussi sur les modèles fondation, du coup, puisqu'Alibaba, quand même, a un modèle qui est vraiment très fort, quoi, pour surtout les handicaps qu'a la Chine. Bon, on en a parlé plein de temps, c'est combien de temps ça durera, avec l'embargo US, on ne sait pas, sur les composants qui se resserrent de jour en jour. C'est une question brûlante, on va en reparler, des tensions économiques. Mais bon, en gros, déjà, donc la Chine ils sont assez forts. Et là, tout dernièrement, il y a LG qui a sorti son Hexa One 3.5. Hexa One, alors moi, Hexa One, je suis désolé, j'ai le jeu vidéo en tête. Alors, je sais qu'il s'appelle Exo One, le jeu vidéo, mais je peux pas m'empêcher, donc Hexa One est venu de Jupiter. Je sais pas si vous avez joué au jeu Exo One, c'est assez marrant, c'est un jeu très conceptuel où vous dirigez une espèce de petite boule dans des paysages vachement beaux. Enfin, je sais pas pourquoi je dérive là-dessus, bon. Donc Hexa One, qui est donc le modèle de LG, et qui est apparemment au même niveau que Qwen, et donc c'est un modèle qui est coréen du coup, et donc ça montre quand même que les Asiatiques sont assez forts à ce niveau-là, et qui sont vraiment pas loin derrière les États-Unis, quoi. Merci Guillaume. On continue un petit peu avec Windows 11 qui arrive à marche forcée, j'ai l'impression. À marche forcée, oui, Microsoft, chaque semaine un nouveau procès d'ailleurs aussi. C'est d'ailleurs encore un nouveau truc, effectivement, on peut en parler. Très rapidement, cette fois, c'est le tribunal anglais de la concurrence qui accuse Microsoft de surfacturer des licences Windows Server au pays de Son Majeston. Alors, le cœur du problème, c'est que Microsoft fait payer plus cher Windows Server si vous utilisez Google Cloud ou AWS ou Azure. Alors, il y a des dommages et intérêts, du coup, qui sont demandés. C'est 1 milliard de livres, une plainte portée par le cabinet d'avocats Scott plus Scott. Donc, ça fait 2 Scott, c'est le cabinet Biscott. Donc, et l'avocate de la Biscott... Désolé. Si, c'est pas mal, c'est validé. L'avocate de la Biscotte, qui s'appelle Maria Luisa Stasi, est chargée du dossier. Et bon, une enquête de la Stasi, c'est toujours un peu inquiétant. Bon, c'est encore un procès en abus de position dominante, mais Microsoft fait la collection en ce moment, donc voilà, on vous donnera des nouvelles à l'occasion. En tout cas, ce qui est inquiétant aussi pour revenir à Windows 11, c'est que les parts de marché de ce système auraient légèrement baissé. Ce qui est quand même extraordinaire, ce dernier mois. Elle serait passée de 35,6% en octobre à 34,9% en novembre, alors que Windows 10 gagne incroyablement 1% de part de marché. Il y aurait 61,3% de machines qui utiliseraient encore Windows 10, un système dont Microsoft veut oublier l'existence dès l'an prochain, octobre 2025, c'est fini poubelle, Fini. On rappelle. Finito. C'est assez incroyable. Mais what the pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'est une très bonne question, mon cher Guillaume. Hormis le fait que Windows 11 est chiant, il y a eu dernièrement un certain nombre de soucis avec une mise à jour apparemment. La 24H2 a plein de bugs, il y a eu un souci, il y a du souci avec plein de trucs en fait. Il y a eu des soucis de performance avec les Zen 4 et Zen 5, il y a eu du souci USB, des soucis avec anti-cheat, avec des imprimantes sur les PC ARM. Il y a aussi ces inexplicables crashs qui affectent les jeux Ubisoft. Donc pourquoi Windows avance pas? Parce qu'il est un peu nul, peut-être aussi. Quand même. C'est une explication simple et rationnelle. Et en particulier pour les joueurs, j'ai l'impression quand même, et peut-être il est pas impossible que certains joueurs aient downgradé parce que, je sais pas, t'as des jeux Ubisoft, tu veux y jouer, bon, voilà. C'est ça, c'est assez incroyable, mais bon, c'est peut-être un début d'explication. Et de toute façon, perso, moi-même, j'aime pas la direction que prend Windows 11. C'est un système qui est connecté en permanence, qui nécessite un compte pour fonctionner, qui décide d'être connecté à tout et n'importe quoi tout le temps, qui te force de l'IA dans la gorge, même si tu ne demandes rien, qui promeut ses services cloud et ses logiciels en permanence, qui change en permanence, qui change très vite, qui change trop vite, manifestement, pour être testé comme il faut, puisque à chaque fois qu'il y a des mises à jour majeures, il y a des cascades d'emmerde. Donc Windows devient pénible, et il n'est pas si réactif que ça, et... Oui, je sais, je l'assume, ce que je suis en train de dire, c'est que je veux Windows 7, en gros, quoi. Je veux un système de base, et juste ça, quoi, un système de base, stable, voilà, et puis après, c'est moi qui décide ce que je fais dessus. Bon, il y a des alternatives à l'usine à gaz que devient Windows, il y en a plein, heureusement, mais bon, c'est vrai que ça explique peut-être aussi que, manifestement, il n'y a pas les gens adoptent pas en masse, quoi. Justement, j'ai envie de t'interpeller un peu, c'est quoi ton système d'exploitation au quotidien, Guillaume? T'es sur Windows 10 Alors, moi, j'en ai plusieurs. Alors, à titre perso. Alors, en titre perso, j'ai un PC sous Windows 10. En principal. Toujours. Oui, ce PC que j'utilise pour un peu tout pour jouer aussi, c'est Windows 10, tout à fait.
J'ai des PC Linux, j'ai des PC Windows 11 aussi, j'ai un portable en Windows 11, et j'ai des trucs Linux en Mint. Et puis, qu'est-ce que j'ai de... Bon, j'ai l'Android aussi, voilà. Enfin, le seul truc que j'ai pas, c'est iOS, quoi, globalement. Et est-ce que finalement, c'est le jeu qui te fait avoir Windows 10 Oui, comme alors machine principale? j'avoue que c'est quand même un facteur, parce que oui, je sais qu'il y a Proton et tout, mais c'est quand même plus simple, quoi. Malheureusement, il y a un certain nombre de trucs qui me font garder Windows 10. Et bon, Windows Mmh. 11, que j'utilise aussi donc sur un autre PC, Ouais. honnêtement, je comprends pas, hein. Mmh. Je comprends pas ce système, hein. Parce que, Mmh. alors, ils ont rajouté des trucs, mais au début, il y avait carrément moins de fonctions que dans Windows 10. Enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris Windows 11, ça, vraiment. Mmh. Mmh. Un choix un peu erratique pour un système d'exploitation. Ou après, De c'est pas toute leur façon, cœur de métier, le système d'exploitation Windows, Microsoft. c'est un sur deux, hein. C'est un coup sur deux. Ouais, Il y en c'est a un vrai. sur deux, il a jeté la poubelle, quoi. Je veux dire, hein. Windows. À croire, à croire que c'est écrit dans leur roadmap. Bon, alors, Non, mais l'OS franchement, pourri, là, qui arrive après celui qui est bien, là, qu'est-ce c'est qu'on lui ça. met Non, mais comme truc franchement, pourri Windows dedans, Vista, hein? non. Windows XP, oui. C'est- Windows ouais, 7, oui. Windows 8, non. C'est tout. Enfin, c'est toujours comme ça. C'est incroyable, hein. c'est vrai que c'est dingue. Mais comme ils ont prévu d'arrêter les itérations de Windows, peut-être à terme. Peut-être Enfin, bien. je sais pas. Bon, on verra. On continue avec quelque chose qui est rigolo parce que, alors, je cite les notes de l'épisode. Des barres, si ça n'a pas marché dedans, on le mettra dehors. Finalement, on aurait presque pu utiliser ça pour Human. Hein. Finalement, si Sauf qu'ils font l'OS n'a l'inverse. pas marché dedans, on aurait pu le mettre. On va essayer de le mettre dehors. Ça n'a pas marché. Est-ce que ça a marché là, Guillaume, sur ce nouveau sujet, la barre? Bah écoute, est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Est-ce que la touch bar des Mac te manque? Est-ce que c'était une Oui, barre de rien? Oui, horriblement. c'est vrai. Ah, Une des choses qui me manque le plus le matin quand je me réveille, c'est la touch bar du Mac. Ça me panique. Non, en fait, je trouvais ça rigolo, sympa, utile. J'en ai eu une, effectivement. Je n'en ai plus et force est de constater que c'était pas indispensable. Hein, on va pas se mentir. Ouais. bon, moi, je l'ai jamais utilisé, évidemment, parce que moi, j'ai pas de Mac en général. Mais bon, en tout cas, ceux qui le regrettent, et donc toi, seront peut-être heureux d'apprendre qu'elle revient, cette flex bar, cette touch bar, sous la forme d'un truc qui s'appelle la flex bar, justement. Et qui est tout simplement un écran externe très très étroit et très long en USB. Et donc, c'est un écran qui est tactile, qui est OLED, qui est 10 pouces, mais bon, bah, tout en largeur, quoi, qui fait 120 balles, et qui fait 120 dollars, et qui a cette forme très très particulière. Et bah, du coup, ce qui est cool, c'est que c'est accessible aussi aux utilisateurs Windows, hein, et donc Mac et Windows. C'est toujours le même objectif, hein, c'est une barre de fonction dynamique qui va changer selon le contexte et que vous pouvez pour le coup aussi utiliser verticalement, si ça vous dit. Mhm. Et c'est entièrement programmable et customisable, à la différence de la touch bar, Cool. parce que Apple. Et du coup, ça pourrait même avoir son public. Je sais qu'il y a des écrans externes qui ont parfois des form factors un petit peu particuliers tout en long qui sont prisés par les pros, hein, pour mettre divers sets d'outils en plus de l'écran principal. Puis on n'oublie pas ce portable Asus qui avait son double écran à lui, dont une qui était au-dessus du clavier, qui était tout en largeur aussi comme ça. Donc pourquoi pas, ça peut être voilà, un périphérique sympa. Je me demande si la solution pour beaucoup de personnes, c'est pas les Stream Deck, finalement, qui ont des touches Oh bah, ça a un programmables très aussi. gros succès, et les Physique, clones, hein. hein, parce qu'il y a des clones qui sont moins chers d'ailleurs Ouais. que les Stream Deck. Et Mhm. oui, ça, tout à fait. Allez, on parle un petit peu. Il faut qu'on parle régulièrement d'Intel. On continue avec les GPU, avec les ARC, les cartes ARC. Oui, rappel à tout le monde, Intel fait aussi des cartes graphiques PCI, PCI Express. Elles s'appellent les ARC, et même si elles ont vaillamment conquis 0% du marché des GPU chez les joueurs cette dernière année, Intel continue et lance la nouvelle fournée. Alors c'est très bien d'ailleurs, parce que moi perso, je pense que plus il y a d'acteurs sur le marché, toujours c'est mieux, hein, toujours mieux, enfin mieux c'est quoi, je vais y arriver. Les ARC B500 donc arrivent sur le milieu de gamme, en face des GeForce 4060 et 4060 Ti. Et c'est les 580 et 570. Donc les B580, B570, ce sont des cartes qui ont 12 et 10 gigaoctets respectivement, et qui consomment 190 et 150 watts. Donc relativement raisonnable. Alors, elles décodent le AV1, le HEVC, le VP9. Et donc, Intel oblige, elles ont le XESS2. Donc, elles ont des cœurs de deep learning qui propulsent, entre autres, cet algo d'upscaling deep learning, quoi, qui est l'équivalent du DLSS, mais made in Intel, et qui se défend, quoi, qui est à peu près au niveau du DLSS, qui est plutôt bon. Le tout étant 5 nanomètres, et une B580 est globalement un peu meilleure qu'une 4060, en coûtant 250 dollars. Et la 570 est donc légèrement en dessous, tout en ayant des performances très respectables, et pour le tout venant en tout cas, et qui est à 219 dollars. Donc c'est des rapports performance-prix très corrects, hein, qui est un petit peu au-dessous, un petit peu au-dessus d'une 4060, donc on est à peu près là-dessus, et on a plus de VRAM en réalité que la concurrence, puisqu'on a 10 Go minimum, alors que la concurrence en canton a 8 gigaoctets sur ce segment-là, quoi. Donc c'est pas mal du tout en fait, c'est très honnête pour un gaming confortable en 1440p, sur à peu près tous les titres modernes.
Les pilotes ont bien évolué. Évidemment, il n'y a pas qu'UDA, hein, donc si pour une raison ou pour une autre, voilà, c'est nécessaire pour vous, bon ben voilà, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée. Les arcs pourraient, si elles ont une bonne disponibilité, si elles sont bien supportées, que les pilotes sont bien supportés, bon, elles pourraient faire leur trou un moment, un jour. Le secteur gaming est certainement pas la priorité d'Intel en ce moment, donc c'est quand même sympa de voir que la gamme Arc n'est pas morte. Et franchement, j'espère qu'il y ait un troisième acteur vraiment significatif sur les GPU gamers, hein, parce que de toute façon, on sent que les constructeurs, les deux autres constructeurs, gagnent tellement d'argent sur le deep learning, surtout Nvidia, hein, bien sûr, que le gaming est peut-être même plus vraiment leur priorité, quoi. Une nouvelle étape dans la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis, Guillaume. La Chine et les US, leur un vieux couple, hein, sont toujours à se disputer, à se menacer. Bon, en fait, ils sont inséparables. Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait divorce ou violence domestique, hein, parce que J'allais le dire. ça arrive aussi, oui, c'est sûr. Donc on en prend le chemin d'ailleurs, hein, petit à petit quand même, puisque Biden vient d'interdire l'export de HBM pour exporter vers les pays mis à l'index. Voilà, il faudra faire une demande et avoir une licence spéciale, donc la Chine évidemment. La HBM, c'est un type de mémoire ultra rapide, hein, que les GPU utilisent, en particulier les accélérateurs modernes de deep learning, hein, les plus haut de gamme comme les Blackwell ou les Radio Instinct. De plus importer vers la Chine, déjà, ça fait pas les affaires des fabricants, hein, parce que les gens comme Micron, qui est américain, hein, ou Samsung, ou encore Hynix, qui sont coréens tous les deux, ils sont pas forcément super contents de perdre des clients, et sans la Chine, et puis bon, sans ça, la Chine doit se contenter de RAM moins rapide. Donc maximum DDR5 ou 6, quoi. Et c'est un handicap majeur, parce qu'entraîner des IA, ça nécessite tout. Voilà, c'est tout. Ça nécessite énormément de calculs, et énormément de mémoire, et énormément de bandes passantes mémoire. Il faut tout. C'est vrai pour l'entraînement, c'est vrai aussi pour l'inférence. Simplement, utiliser des grands modèles de langage consomme aussi ces trois ressources simultanément. Pour l'inférence, il y a des alternatives, bon quand même, hein, puisqu'on peut fragmenter le modèle en utilisant des blocs de SRAM, comme le fait Cerebras ou Grok, parce que ça utilise beaucoup moins de mémoire que l'entraînement, même si ça utilise beaucoup de puissance de calcul. Pour l'entraînement, c'est plus compliqué du coup. En gros, les US mettent donc un bâton de plus, hein, dans les roues de la Chine, qui va bien finir par ralentir, même si ça se voit pas encore trop cette année. Alors dans ce contexte, et alors que le futur président menace aussi quotidiennement la Chine de plein de trucs, on ne sait pas trop, mais attention, ça va faire mal, la Chine, elle aussi, prend des mesures. Elle va notamment interdire l'export de gallium, de germanium et d'antimoine, et le graphite pourrait suivre. Et le graphite, c'est un matériau utilisé dans les batteries, beaucoup. Les batteries de voitures électriques en particulier utilisent des grosses quantités. Dans les batteries en général, hein, dans les grosses batteries, il faut beaucoup de graphite. Le germanium est un semi-conducteur, lui, qui est utilisé dans les panneaux solaires, les fibres optiques. Le gallium est utilisé dans les transformateurs ou les LED. Et l'antimoine est utilisé par l'armée, dans certaines munitions, par exemple. Et donc, ces coupures visent clairement le secteur tech. Et donc, ça va faire mal. Eh ben non, pas du tout. Parce que déjà, la Chine avait commencé à restreindre l'export de ces trucs il y a des mois, et ce ne sont pas des matériaux qu'on trouve exclusivement en Chine non plus, donc les entreprises US ont déjà anticipé, elles ont déjà cherché les remplacements, et bon, voilà quoi, elles peuvent maintenant couper totalement le robinet, ça va avoir qu'un impact assez marginal. En fait, comme les États-Unis, les US se font du mal à eux-mêmes, donc les US, pardon, je vais y arriver. Les États-Unis se font du mal à eux-mêmes, évidemment, en interdisant d'exporter leur tech, et comme eux, la Chine va souffrir aussi, elle se fait du mal à elle-même, elle va souffrir aussi d'un manque à gagner, hein, si elle n'exporte pas ses matières premières. Elle pourrait même en souffrir plus, d'ailleurs, dans l'immédiat que les États-Unis. Mais en fait, c'est surtout un coup de semonce. La Chine montre qu'elle peut agir aussi, qu'elle a des leviers, et qu'elle est prête à aller plus loin. Et déjà, avec le graphite, si elle coupe vraiment le robinet de graphite, ça serait plus embêtant. Pour les États-Unis, pour le monde entier, enfin, ce serait plus embêtant parce que c'est quand même une grosse source et tout le business de la transition énergétique repose pas mal sur les batteries, donc couper une grosse source de graphite, c'est plus handicapant. C'est pas non plus rédhibitoire, mais là encore, ce serait un pas de plus dans une escalade de cette guerre économique qui se calme pas du tout et qui est quand même inquiétante parce que ça ne semble pas avoir ni de fin ni même d'objectif bien défini finalement. On va s'arrêter quand on sait pas. Les relations diplomatiques sont désastreuses, les deux pays se découplent de plus en plus économiquement, et du coup, ça pourrait un jour laisser le champ libre à un conflit ouvert, quoi, hein. À Taïwan, il y en a de la HBM, hein. Il y a des usines qui utilisent... Enfin non, à Taïwan, à Taïwan, ils ont des puces, quoi, la HBM. Il y a des puces qui utilisent de la HBM. Bon, on espère vivement, si tu veux, que ça finisse pas par dégénérer, quoi, hein. Les 4 prochaines années vont être quand même assez riches en émotions, je pense. On termine, Guillaume, cet épisode avec un drone et une technologie de drone avec des papates. C'est tout mignon. C'est pas mignon, oui. Tu vois, en Suisse, entre lac et montagne, entre chalet et pâturage, on aime la nature. On l'observe et elle est une source d'inspiration. C'est vrai. Et là, je réalise que je pourrais rédiger des voix off de documentaires animaliers sur TF1, quoi. C'est encore une carrière ratée.
Comme ton Tu autre. demandes à Eleven Labs. Mais bon, tant pis. Mais bon, c'est quand même en Suisse, hein, c'est quand même à l'école polytechnique de Lausanne qu'on a inventé un nouveau type de drone, un drone avec des papates. Voilà, des papates, un drone qui ressemble à un oiseau, mais je sais pas, je suis nul en marque d'oiseau, alors je sais pas, un pigeon, un vautour, un cacatoès, je sais pas, l'oiseau que... Un goéland. Je sais pas, l'oiseau que je connais le mieux, c'est le nugget. Donc, enfin, en gros, c'est plutôt un petit avion de modélisme, finalement, avec des pattes d'oiseau, et qui marche d'ailleurs comme un oiseau, avec cette démarche caractéristique et un peu ridicule, et assez mignonne des oiseaux. Le truc ne bat pas des ailes, pas encore, mais il est capable de se projeter avec ses pattes, donc il se projette en l'air, comme ça il y a un mécanisme avec un ressort, qui lui permet de décoller beaucoup plus efficacement en utilisant l'énergie des ressorts. Donc il décolle un petit peu comme un oiseau, vraiment, et puis il marche quand il est sur Terre, il est capable de monter des petites côtes, de surmonter des petits obstacles, il peut sautiller au-dessus des trous, monter des petites marches, etc. Et donc il a une hélice sur le museau, et au lieu de devoir rouler sur une piste d'atterrissage, comme le premier Airbus venu, eh ben, il allume le moteur, et puis il saute violemment vers l'avant, ce qui lui permet de s'envoler quasiment tout de suite. Et c'est vraiment bio-inspiré. Ils ont vraiment imité les oiseaux, les tendons des oiseaux, tout ça. C'est réussi, c'est encore que le tout début, parce que pour le décollage c'est bon, mais le drone n'utilise pas encore ses pattes à l'atterrissage. Donc la prochaine étape, c'est d'amortir le choc comme un oiseau. Puis aussi, il fait un certain nombre de trucs, voilà, il est capable de sauter, de faire un certain nombre d'actions, mais c'est préprogrammé. Il faudra aussi lui intégrer une forme d'intelligence, on va dire, pour qu'il puisse réagir en fonction des trucs. Ça aussi, c'est encore en chantier. Et ils sont même intéressés de voir comment un battement d'ailes pourrait améliorer l'efficacité du vol. Tout ça pour créer des drones qui utilisent le moins d'énergie possible, hein, et qui sont donc plus adaptables à tout type de terrain. Donc c'est à la fois tech et un peu poétique finalement, hein, jusqu'à ce que, évidemment, ces drones aviaires deviennent des oiseaux de proie, et des drones militaires qui volent à naissance et qui te foncent dessus, comme les oiseaux d'Hitchcock, mais 2.0, tu vois, avec des grenades. Mon Dieu. Bravo à l'EPFL. Juste pour l'atterrissage, en fait, une question bête, et je ne suis pas du tout biologiste, je ne suis pas sûr que tu sois toi-même très versé dans la chose, mais en fait, un oiseau, il atterrit plus avec ses ailes qu'avec ses pattes. Finalement, tu vois, c'est pas... Il tombe et puis pouf, et ouais, mais je sais pas. Bah si, non, mais le truc, si tu veux, c'est que en fait, oui, bien évidemment, il utilise ses ailes pour freiner, donc évidemment, il freine, mais il n'arrive pas à vitesse zéro. Donc il freine pas jusqu'à arriver à vitesse zéro, donc ça veut dire qu'il encaisse un choc. D'accord. Et donc un drone, s'il fait ça, il s'explose la tronche en fait, parce qu'il arrive à une certaine vitesse, un certain nombre de mètres par seconde, que je sais pas du tout combien c'est, mais bon, je sais pas, 1 ou 2 mètres par seconde, peut-être 1, et donc bah, il peut se péter quoi. Et donc l'intérêt, c'est ils mettent les papates devant comme ça pour encaisser le choc. Ils encaissent le choc avec les pattes comme ça, donc cette manière d'encaisser le choc, donc d'encaisser l'énergie comme ça de l'impact, c'est la prochaine étape, effectivement. C'est comme ça qu'ils vont essayer de faire en sorte que les drones puissent atterrir sur tout type de terrain, etc. C'est marrant ces infos. À chaque fois, c'est enthousiasmant, c'est réjouissant, jusqu'à ce que tu commences à réfléchir effectivement aux portées, notamment militaires derrière. Et tout de suite, ça fait un peu peur et on se dit qu'il est grand temps de passer à autre chose. Et ça tombe bien parce que ça clôt la veille de cet épisode supplément de Tech Café qui complète donc la veille de cette semaine du 9 décembre 2024. On espère que vous avez passé un bon moment, que toutes ces infos vous seront utiles, vous permettront d'être à jour dans la surveillance de ce qui se passe dans le domaine. Merci beaucoup pour votre fidélité et merci évidemment d'envisager de nous soutenir sur patreon.com/techcafé. C'est probablement le meilleur moyen pour vous assurer que les épisodes de Tech Café continueront à rythmer votre quotidien. Vous êtes nombreux et nombreux à remonter le fait que ça occupe vos trajets en voiture, dans les transports, que ça occupe des moments de bricolage ou quand vous faites du sport. Si jamais ça vous manquerait de ne plus avoir Tech Café, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous profiterez en échange des épisodes sans la pub et d'infos exclusives. En attendant, vous pouvez également déposer un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict et rejoindre les échanges sur Discord, techcafé.fr/Discord. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode ou sur techcafé.fr. Et puis enfin, on se doit de vous donner rendez-vous aussi à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver ? Ne me dis pas en train d'observer les oiseaux atterrir à côté de chez toi. Non, on va probablement retrouver mon clone vocal en train de faire de la pub pour du faux Viagra sur un podcast de muscu que je connais pas, ou un truc comme ça. Sans doute. Ça va venir. Fais-le dans une pub dans Tech Café, à la limite, hein, pas sur YouTube. Quoi qu'on est dispo aussi sur YouTube, au passage. Tiens, c'est rigolo, ça. Oui, faut que je vous le souligne.
J'en profite, je fais la petite parenthèse. YouTube a des grandes ambitions autour du podcast et aux États-Unis, c'est devenu un acteur assez incontournable pour diffuser les podcasts. Mais sachez que Tech Café est déjà dispo en podcast sur YouTube. Donc, vous pouvez aussi vous abonner à Tech Café sur YouTube. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur Blue Sky, sur Instagram, sur LinkedIn, sur le serveur Discord de Tech Café et bien entendu dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.